Salut, salut à toutes, à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui a été créé, je le rappelle, par le lectorat de français de l'université Cusa. Vous voyez, voilà. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter comment faire une bande dessinée. Cette vidéo est constituée de deux éléments. Tout d'abord, une partie sur les éléments de base et ensuite une partie sur les techniques, les procédés. La partie sur les éléments de base est composée tout d'abord du rapport entre le texte et l'image. C'est un élément constitutif d'une bande dessinée. Ensuite, par les bulles, les ballons, les phylactères, ce sont des synonymes. Et enfin, par le lettrage, c'est-à-dire la manière d'écrire dans les bulles. Voilà, ça c'est les trois premières parties. Ce sont les éléments de base. Ensuite, les éléments, les techniques, les procédés seront les suivantes. Couleur ou noir et blanc. C'est essentiel. Est-ce qu'on fait le choix de la couleur ou le choix du noir et blanc et pourquoi? Ensuite, on va continuer avec le dessin de personnages où on va présenter une manière de faire les dessins de personnages et on va terminer par les plans, les perspectives. Alors, évidemment, ce tutoriel n'est pas exhaustif, ce n'est pas complet, mais ça va vous donner une bonne première approche de comment créer un strip et comment participer à notre concours. Voilà, on est parti. Premièrement, j'invite Bianca pour nous parler des rapports entre texte et image. Salut, je m'appelle Bianca et je vais parler du lien entre image et texte. On dit que la bande dessinée est un mélange entre image et texte, où le texte devient image et l'image devient texte. Mais qu'est-ce qu'on peut dire avec l'image et qu'est-ce qu'on peut dire avec le texte? On a la tendance de dire que le texte raconte et l'image montre, mais l'image n'est plus qu'une illustration du texte. Elle explique, elle donne de nouveaux éléments. Par exemple, ici, l'image montre le lieu de l'action qui n'est pas décrit dans le texte. Et parfois, le texte est remplacé par d'autres signes qui expriment aussi des réactions, mais toujours accompagnés par des images. Il existe aussi des BD sans texte qui s'appellent BD muettes, mais qui montrent plutôt des expériences alternatives. Dans cette image, on n'a pas besoin de texte pour exprimer la panique provoquée par la guerre. L'image est suffisante. Et une BD muette est une BD sans parole, mais pas sans idée. La puissance des images permet de ne pas se sentir bloqué par les mots. Quelle est la conclusion du lien entre image et texte? Les deux se complètent, mais peuvent également exister séparément. C'est à vous de décider. Andra, tu es là? Tu dois nous expliquer les bulles. Oui, je t'invite. Bonjour à tous, je m'appelle Sokoliukandra, je suis une étudiante Erasmus et aujourd'hui on va discuter sur les bulles dans les bandes dessinées. Ça veut dire le rôle que ces bulles ont dans ces productions de bandes dessinées. Premièrement, on va parler sur les différents types de bulles. Les gens qui s'occupent avec ces bandes dessinées sont des gens vraiment intelligents qui savent de faire un travail très très bon et d'une meilleure qualité. Premièrement, tout d'abord, on va commencer avec la discussion des bulles. Dans les bandes dessinées, on raconte la bulle ronde, ce type. Et dans cette bulle ronde, on peut écrire de divers messages. Et la manière dans laquelle nous écrivons ce message montre les sentiments des personnages. Par exemple, cette chose est quelque chose de normal. Quand on voit ce type d'écriture, signifie que quelqu'un a peur à dire quelque chose. Quand les lettres sont très petites, ça montre quelqu'un qui est très timide. Et cette chose grande signifie quelqu'un qui hurle, qui dit quelque chose à haute voix.
Deuxièmement, nous avons la bulle carré ou rectangulaire, ce type. Et dans cette bulle, on peut écrire plus de choses. Et aussi, cette bulle a d'autres formes. Par exemple, on a la bulle rectangulaire à Poitiers, qui signifie quelqu'un qui chuchote. Aussi, nous avons ce type de bulle qui signifie un message glacial ou angoissé. Après, ce type de bulle qui signifie la bulle de la pensée, quelqu'un qui pense à quelque chose. Aussi, nous avons ce type de bulle un peu étrange qui signifie une notion d'explosion. Après, on a cette bulle qui n'est pas terminée et signifie que le message transmis n'est pas terminé, n'est pas fini. Après, nous avons ce type avec ces choses signifie un message qui est compliqué. Après, le dernier type, c'est cette bulle avec des fleurs dans lesquelles nous pouvons écrire des messages d'amour ou d'excuses. Messages d'amour type mon amour, mon bien-aimé, toutes ces choses. Et dans ces bulles, on doit faire attention parce que c'est pas bien d'écrire trop de choses parce que normalement, on doit faciliter la lecture des personnes qui veulent lire ces choses. Et c'est pas ok d'écrire trop de choses et dans un espace très étroit. Et merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, le lettrage qui va être expliqué par Anka. S'il vous plaît. Salut, je m'appelle Anka et je vais vous parler du lettrage. Le lettrage est l'étape dans la réalisation d'une bande dessinée qui consiste à introduire du texte dans les bulles. Pour ce faire, les dessinateurs se servent d'un ordinateur, mais plus souvent, ils préfèrent le pinceau, le feutre ou le stylo pour dessiner les lettres. La technique d'insertion des lettres dans la bulle consiste à tracer des lignes parallèles pour former des couloirs où les lettres viendront être dessinées. Je vais vous montrer comment cela se passe. Voici ce que ça donne, les lignes parallèles, et voici la version finale de la bulle après l'insertion du texte. Le texte peut être écrit en minuscules, comme ici, en Tintin, mais plus souvent, les dessinateurs préfèrent les majuscules, surtout pour la bande dessinée destinée aux adultes. La forme, la dimension et l'épaisseur des lettres rajoutent le plus souvent à la signification du texte, du récit ou du dialogue. Si les lettres sont normales, sans autre particularité, il s'agit d'un discours neutre, sans connotation. Mais si les lettres sont grandes et épaisses comme ici, les personnages soit crient, soit insistent, accentuent les mots. Les lettres peuvent également être petites et minces pour signifier le chuchotement ou la timidité. Des lettres grandes, épaisses et même tremblotantes introduisent l'idée de peur, de panique ou, comme ici, en Spirou et Fantasio, de douleur. Pour des personnages qui parlent une autre langue que la langue habituelle
de l'album, on emploie des caractères étrangers. Un cas particulier pour le lettrage est constitué par les onomatopées, c'est-à-dire les mots qui évoquent des sons, comme vous connaissez splash, boom, tri, 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 bzz, tac, 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 tac. En fonction de la signification que le mot véhicule, les lettres peuvent être arrondies, ombragées, déformées ou pointues, comme ici et ici. Voilà les aspects essentiels que vous devez connaître par rapport au lettrage. Merci. Maintenant, il est le temps d'apprendre comment utiliser les couleurs, le noir et le blanc. C'est pour ça que j'invite deux demoiselles, Anna Maria et Alexandra. S'il vous plaît. Je suis Alexandra et je vais vous parler sur la couleur dans la bande dessinée. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que la couleur joue un rôle important et considérable dans la bande dessinée parce qu'elle tient du plan visible et ça c'est le plus attirant. La mise en couleur, c'est une opération qui consiste à choisir et appliquer la couleur aux différentes zones délimitées par les traits ancrés comme le personnage, le décor, les vêtements, tout en respectant la continuité au fil des planches. Le coloriste doit aussi définir les lumières et les ombres du dessin. En ce qui concerne la mise en couleur dite traditionnelle, elle est effectuée sur un tirage particulier de la planche qui s'appelle bleu. Par le passé, cette tâche a été effectuée à l'aide de l'aquarelle. De nos jours, elle est effectuée souvent par informatique. Donc, la couleur par son intensité peut nous transmettre des messages. Bonjour, moi c'est Anna Maria Corobla et je veux vous parler sur le noir et le blanc dans une bande dessinée. Il faut savoir dès le début que le noir et le blanc n'est pas une technique très facile. Ce sont des nuances attachées au dessin et il est toujours question d'images reproductibles et reproduites sur le support livre. L'utilisation du noir et du blanc est directement liée au procédé de reproduction et de diffusion de la bande dessinée, comme par exemple la prépublication en journal, les contraintes économiques comme la manque d'argent ou le gain de temps. Le noir et le blanc permet aussi, au-delà de la seule économie de moyens, permet de condenser le récit figuré, de le réduire à l'essentiel et de viser à une plus grande efficacité narrative. C'est-à-dire qu'on peut mieux suivre le conte de la bande dessinée, plus facile. Puis, l'ancrage en noir suit le crayonné et est l'une des étapes essentielles des processus techniques de la réalisation d'une planche. On pourrait dire que le blanc signifie la naïveté, la joie, l'innocence, la clarté et d'autre côté, le noir représenterait la tristesse, le pessimisme, la mort ou le deuil. On n'a rien oublié? Bah si, il faut apprendre comment dessiner des personnages. Monsieur Radu, c'est votre tour à nous expliquer ça. Bonjour mes amis, moi je suis le professeur Radu Stefan Stirbu et le dessin c'est mon affaire, à moi. On va donc apprendre aujourd'hui à bien dessiner des personnages des BD avec juste un crayon et un stylo. Oui, c'est si simple. Le premier pas dans le dessin d'un personnage, c'est de choisir sa forme générale, qui peuvent être d'habitude ronde, ellipsoïdale, ovoïdale, filiforme, carré ou comme une clepsydre, surtout s'il s'agit d'un personnage nana.
Je vais donc dessiner un personnage très rond. Comment est-ce que je fais ça? Bon, je dessine un cercle. Voilà. Et puis, je lui détermine le centre et les deux axes principaux, vertical et horizontal. Puis, je ajoute la forme générale de la tête. Pour la simplicité, dans notre cas, ça sera un cercle aussi. Voilà. Cette fois-ci, il y a deux courbes très importantes qui doivent être déterminées. Un méridien de la tête et son équateur. Ce sont des courbes très importantes qu'on va développer. Puis, je peux déjà commencer à ajouter les autres corps géométriques du corps du personnage. Par exemple, je peux faire deux cylindres qui vont représenter les pieds. Je peux ajouter les bras, comme ça. Et maintenant, je vais passer à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le visage. Quand on dessine le visage, on doit être très attentif, parce que le méridien représente la ligne du nez. Voilà, j'ai ajouté le contour du nez. Et l'équateur doit être nécessairement la ligne des yeux. Voilà, j'ajoute un œil, l'autre est caché. Voilà, je peux déjà commencer à ajouter les cheveux, la bouche, comme ça. Et puis, je peux définitiver les autres traits du personnage. Par exemple, ici, une main, les doigts de l'autre main, voilà. Un pied, l'autre pied. Et maintenant, je peux aussi ajouter le contour des chaussures. Et puis, je vais prendre un stylo et commencer à définitiver les détails. Voilà. Et maintenant, vous pouvez observer qu'on a obtenu un personnage rubicond et très joli, très bon comme un protagoniste pour notre BD. Merci. Et vous voyez maintenant, c'est très simple de bien dessiner des personnages. Mais vous pouvez le faire, non? Oh, bien sûr que vous pouvez. Merci. Et maintenant, j'invite mademoiselle Adelina pour nous expliquer comment utiliser des diverses perspectives et plans. Salut, je suis Adelina et je vais vous présenter l'importance des plans et des angles de vue dans une bande dessinée. Allons-y.
Tout d'abord, au début ou à la fin de la bande dessinée, on retrouve le plan d'ensemble ou panoramique. Il présente le cadre de l'action, le paysage et l'ambiance du récit. Le plan général cible un groupe de personnages ou une action et le décor est plus précis et limité. Le plan moyen ou descriptif présente les personnages de la tête aux pieds et on entre peu à peu dans l'action. Le plan américain ou le plan rapproché présente les personnages coupés en dessous de la taille et il y a un rapprochement physique avec les personnages. Le gros plan, c'est un plan psychologique. On se met en empathie avec le personnage et on observe plusieurs détails. Et le très gros plan, c'est le plan du suspense et du focus. Il introduit une grande tension nerveuse. Il renforce l'intention dramatique de l'histoire. Ensuite, en ce qui concerne les angles de vue ou les visées, on distingue les suivantes. La visée ordinaire met le lecteur au niveau des yeux du personnage. La visée en plongée crée un effet d'infériorité du personnage qui a les jambes plus courtes et la tête plus grosse. La visée en contre-plongée crée un effet de supériorité, de puissance, de menace. Le personnage a la tête plus petite et les jambes beaucoup plus grandes. Dans la visée subjective, on est dans la peau du personnage qui observe un autre. Et enfin, la visée oblique dynamise l'action et suggère le déséquilibre ou la chute. En bref, voilà ce que vous pouvez retenir. Au plus le plan est grand, au plus on montre une situation du début ou de la fin de l'histoire. Et au plus le plan est petit, au plus on est dans l'émotion et dans l'action. Et les angles de vue les plus suggestifs, la plongée et la contre-plongée, créent des effets de domination, d'écrasement ou de menace. J'espère que cela vous a été utile et que maintenant vous pouvez mieux analyser une bande dessinée. Salut, rebonjour, tout le monde va bien? Alors, la tutoriel se termine. Je vais résumer ce qu'on a vu. Donc, nous avons parlé tout d'abord du rapport image-texte. Une bande dessinée peut être sans texte, mais pas sans image. Évidemment, le but c'est de mélanger les deux le mieux possible. Ensuite, on a parlé des bulles. Les bulles ont des formes différentes et des contours différents, selon ce que l'on veut faire passer comme message. Ensuite, on a le lettrage, la manière d'écrire. Alors, on a vu que la taille peut être différente, on a vu qu'on peut faire des onomatopées, qui servent aussi de dessin, qui remplissent le dessin. Ensuite, on est passé au côté plus technique, la couleur, le noir et blanc. Quelle couleur a quelle signification? Le noir et blanc est plus poétique, très adulte aussi. Ensuite, le dessin. Alors, on a vu comment dessiner un personnage. On a vu un exemple. Voilà, n'hésitez pas à nous représenter des beaux personnages. Ensuite, on a vu les perspectives, les plans. En effet, donc on a vu qu'on peut couper les personnages à différents endroits. On peut éloigner la caméra, on peut rapprocher la caméra. Au plus on est proche, au plus on est dans l'émotion. Au plus on est loin, au plus on est dans la situation. Voilà, là c'est le petit résumé de tout ce qu'on a fait. Merci je vais citer par ordre chronologique, à Bianca, merci à Andra, merci à Anka, merci à Anna et à Alexandra, merci à Radu et merci à Adelina pour cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt. Tchuss.